Bien, eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous de participer à ce 9e épisode, d'Eni Talks. Alors l'idée des Eni Talks, qui sont organisés par le groupe ENI, eh bien, c'est, de parler de thématiques techniques, bien sûr, et surtout d'être le plus terre à terre possible. Aujourd'hui, la cyberattaque, qui est un sujet, fondamental et d'actualité, bien entendu, eh bien, on va essayer de savoir comment anticiper la cyberattaque, comment, réagir face à effectivement, cet événement et comment, eh bien, s'en relever en tant qu'entreprise, puisque effectivement, on connaît aujourd'hui l'actualité nous montre que c'est un sujet, déterminant, pour l'avenir. Donc, aujourd'hui, c'est, la société Defense qui nous accueille et un grand merci donc à Defense, représenté, par, François Courbigat. On a été rejoint par, 3 experts qui vont, nous, parler de leur expérience sur la cyberattaque, avec tout d'abord François Courbigat, qui est cofondateur de Defense. Ben, bonsoir à tous, merci pour l'introduction. Rapidement, en quelques mots, donc, je suis François Courbigal, le cofondateur de Defense. Je travaille en cybersécurité depuis, une vingtaine d'années maintenant avec, justement, une grosse partie de mon expérience en réponse aux cyberattaques et ce sera l'occasion de partager, avec vous. Eh bah, merci en tout cas d'avoir répondu, à l'appel et puis, bah, de nous accueillir, pour cet, 9e épisode de Any Talks. On a été rejoint également par Christophe Grenier, qui est responsable de l'offre cybersécurité Europe chez Capgemini. Oui, donc bonjour à tous et puis, bah, merci, aux éditions Uni pour cette organisation. Donc en effet, je me suis dans le monde de la cybersécurité depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé par un doctorat en cybersécurité sur la rétro-ingénierie et puis, bah, j'ai poursuivi sur des rôles justement de comment préparer les architectures à se préparer aux cyberattaques, un rôle de RSSI. Puis maintenant, je continue plutôt sur un rôle plus stratégique en termes cyber, au sein de Capgemini. Eh bien, merci également d'avoir répondu à l'appel et puis Joël Gossi, et vous, vous êtes, Solution Lead Engineer chez Google Cloud. On peut se tutoyer, Olivier. On peut se tutoyer. Effectivement, Joël Gossi, je suis donc architecte au cloud chez Google. Je travaille dans cette société, chez Google depuis maintenant environ 6 années. Ouais. J'ai une expertise dans le domaine de l'API management et notamment donc dans la sécurité des API. Et donc, ce soir, ce sera une bonne occasion pour échanger avec vous autour de ces sujets. Et je suis au niveau des éditions ENI, pardon, en train d'écrire un ouvrage effectivement hein, sur les systèmes d'information, la sécurité des systèmes d'information dans les architectures cloud. Et donc, on devrait avoir une parution courant de début d'année 2025. Bien, merci également, Joël, d'avoir répondu à l'appel. Donc tous les 3, vous êtes directement concernés par, cette thématique de la cyberattaque. J'ai envie de parler, tout d'abord, bah, du groupe ENI qui présente cette ENI Talks, avec 3 grandes structures, ENI École Informatique, le centre de formation, pour collaborateurs salariés directement en entreprise et puis, bah, évidemment, comme tu l'as indiqué, Joël, les éditions ENI. Et premièrement de à cette 9e épisode. On va rentrer directement dans le sujet de la cyberattaque. Tout d'abord, sur la grande thématique d'anticiper une cyberattaque. En quoi, le sujet d'une cyberattaque est-il crucial? Alors c'est important parce que déjà, toutes les entreprises et toutes les personnes peuvent être la cible de cyberattaques et donc anticiper permet de réagir au mieux. Donc c'est pour ça que c'est important de s'en préparer et on a vu que, alors j'ai plus le chiffre exact, mais en gros, un gros tiers, des entreprises qui ont été la cible d'une cyberattaque n'ont pas réussi à s'en relever et ont fait faillite dans les 6 mois, 12 mois qui ont suivi. Donc c'est vraiment critique de s'en préparer pour pouvoir, savoir y répondre et du coup parer au plus rapidement et au plus efficace. Effectivement, moi, je me permets de rajouter sur la partie donc API, hein. Comme vous le savez, chez Google, on est attaqué de toutes parts. Et aujourd'hui, le trafic API, hein, c'est un trafic qui est majoritaire au niveau de l'internet, hein. C'est à peu près 71% du trafic internet qui est du trafic API. Et effectivement, les clients avec lesquels j'ai l'occasion de travailler subissent des attaques, mais de manière continuelle, on va dire. D'où l'importance effectivement d'avoir des plateformes, hein, qui amènent effectivement une sécurisation. C'est important, de manière à pouvoir, bien, tout simplement, bien sûr dans un but d'anticipation, de pouvoir effectivement, tracer,
heu, monitorer, superviser tout ce qui se passe effectivement au niveau de ces plateformes, de manière, je pense qu'on en parlera, de manière à avoir des actions également, préventives et voilà, par rapport à ce type d'attaque. Bien sûr. Et alors pour Defense, en quoi ce sujet de la cyberattaque, est-il crucial, hein? Alors nous, on le vit au quotidien puisqu'on est amené à intervenir justement sur des cyberattaques et malheureusement, la différence entre une entreprise qui est à minima consciente du risque et qui s'y est préparée, alors avec ses moyens, hein, évidemment, heu, on voit la différence. C'est-à-dire qu'on a une capacité à réagir et surtout à répondre de manière beaucoup plus efficace et puis surtout pour l'entreprise à repartir après, cette cyberattaque. Donc il y a, de très bonnes choses qui se font, hein, qui permettent, même quand une entreprise n'a rien, dans certains cas, de retrouver des données, de retrouver, de l'information et de repartir, de permettre à cette entreprise de repartir. Mais c'est vrai que quand c'est pas possible, là, les dégâts sont vraiment importants pour les entreprises. Donc il y a un vrai sujet. Mais alors, de quoi on parle? Quand on parle de cyberattaque, c'est quoi exactement une cyberattaque? Comment ça se manifeste et quelle forme ça peut prendre? Con Concrètement aujourd'hui, c'est très souvent un signal en fait à un moment donné, un ordinateur qui est bloqué, un serveur qui répond plus, un service qui n'est plus accessible. Ça peut prendre différentes formes, on va dire, heu, tangibles pour l'utilisateur ou même pour l'entreprise elle-même, hein. Ça peut être, un un département qui n'est pas accessible par téléphone, ce genre de choses. Donc ensuite, généralement, c'est quand on commence à essayer de comprendre que l'on s'aperçoit que les systèmes, les serveurs ne répondent pas, que, dans le cas d'un ransomware pour ce qui est, la on va dire le type d'attaque le plus médiatisé et aussi le plus dévastateur, tous les systèmes sont, inutilisables. Donc concrètement aujourd'hui, c'est une façon de se matérialiser, de s'imaginer finalement une cyberattaque. Effectivement, ça peut avoir des impacts, relativement importants. Encore une fois, pour rebondir sur le domaine des API, mais même n'importe quelle ressource qui sera accessible via le cloud, effectivement, vous attaquez aujourd'hui, une entreprise quelle qu'elle soit dans n'importe quelle industrie, le transport, le retail et cetera. Il y a moyen effectivement de causer des dommages qui sont extrêmement perturbants. On est dans la semaine, par exemple, aujourd'hui, en ce moment du Black Friday, ouais, avec des taux de requêtes au niveau API pour certains de nos clients qui sont juste énormes. On parle de centaines, 200-300 000 transactions à la seconde. Subir une attaque, une cyberattaque à ce moment précis, cette semaine précise, ça a des impacts en fait colossaux, au niveau de l'activité en fait des entreprises et bien sûr au niveau, directement au niveau du business donc d'où l'importance effectivement de se prémunir et de mettre en place effectivement des via des plateformes, des gateways, on en reparlera éventuellement, Mmh. mais des systèmes effectivement qui vont nous permettre de protéger au maximum, les API, mais les ressources de manière globale, hein, les ressources qui sont présentées, exposées par une entreprise. Ouais. Donc effectivement, une cyberattaque, c'est l'arrêt des services, informatiques, hein, quelque part. D'accord. Chez Capgemini, est-ce que vous avez, une définition de la cyberattaque? Comme sous quelle forme ça peut prendre, Non, cette sensibilisation? on n'a pas de définition particulière, on se base aussi, bah, sur les définitions qui sont, données par l'ANSSI. Mais c'est en effet tout ce qui perturbe le fonctionnement d'une entreprise au sens large et avec la numérisation de plus en plus importante, de tous les secteurs d'activité, personne n'est à l'abri. Il faut voir que, on peut attaquer, les services, numériques qui sont assez flagrants, qui sont dans le cloud et autres, mais on peut aussi attaquer une usine, on peut attaquer, des chaînes de production avec, du coup, des impacts sur des entreprises qui n'ont pas cette culture du numérique et sur lesquelles, du coup, les impacts peuvent être plus importants, parce que justement l'habitude n'est pas présente et l'expertise non plus. Donc, c'est vraiment, pour ça que c'est crucial, de s'y préparer, par rapport à ça. D'accord, alors pour anticiper un risque de cyberattaque, j'imagine qu'il faut, essayer de cartographier un petit peu les risques. Comment on fait? Comment on commence? Comment c'est quoi le premier pas pour anticiper, les cyberattaques? Alors, en fait, c'est pas anticiper la cyberattaque, c'est plutôt savoir quel est le cœur métier de l'entreprise. À savoir, si je dois redémarrer mon entreprise de zéro, quel est le minimum vital que je dois mettre en place pour que mon entreprise marche et puisse fournir un service, que ce soit à un client, que ce soit du particulier ou du B2B. Mais quel est vraiment le cœur business que j'ai besoin de préserver et de faire reconstruire. Et après, à partir de là, on peut cartographier les risques qui pèsent sur ce cœur précis. Et ça peut être typiquement pour un constructeur automobile, ça va être la chaîne de production
Et si le service RH tombe, c'est pas forcément urgent et donc on va plutôt favoriser en fait, on va mettre ses efforts là où c'est important pour l'entreprise. Et donc cette cartographie-là, elle est importante par rapport à ça. Donc déjà de bien maîtriser son système d'information. Quels sont ses enjeux métiers? C'est de là où la cybersécurité, c'est pas uniquement de la technique, c'est d'abord, et c'est pour ça que c'est important pour les comités de direction, c'est de prendre conscience des enjeux métiers et des enjeux business qui sont associés aux conséquences de la cyberattaque. Et une fois que ce travail a été fait, on peut mettre des efforts et on va mettre des efforts, concrètement de l'argent, hein, plus ou moins importants là où l'entreprise a besoin. Si je me permets de rebondir, sur ce que vient de dire Christophe. C'est extrêmement important pour une entreprise d'avoir pensé à ce qui est important pour elle. En cas de cyberattaque, si cette attaque, est d'ampleur, globale pour l'entreprise, à un moment donné, il faut aussi être capable d'orienter les efforts sur ce qui est important. Et si ce travail n'a pas été fait préalable, on va finalement se disperser dans la réponse incident, dans la capacité à reconstruire. Alors qu'en fait, si on nous dit: «Bah, voilà, c'est, ce serveur-là qui nous importe et ces 10 machines», OK, on sait qu'on va pouvoir se concentrer dessus, comprendre que c'est ça le cœur du business et créer finalement une enclave de confiance pour commencer à reconstruire. Ce qui permet aussi de réduire, la pression, le stress sur, des équipes techniques, sur les équipes, managériales pour pouvoir traiter finalement, heu, la reprise par priorité, mais uniquement si ce travail a été fait et ce travail est très difficilement faisable dans l'urgence d'une cyberattaque. D'accord, d'où l'intérêt d'anticiper. OK. Tu as évoqué tout à l'heure, Christophe, le fait que ça coûte de l'argent. Donc, évidemment, cartographier, notre métier, cartographier les risques, des éléments qui sont, on va dire, indispensables, vitaux peut-être pour l'entreprise, pour la production. Mais alors si ça coûte de l'argent, est-ce que, la direction, soit d'une business unit, d'une entreprise ou d'une organisation, est-ce qu'elle doit être impliquée dans cette, anticipation de la cyberattaque? Elle est même, nécessaire. Un, pour déjà, bah, définir, c'est eux qui ont la bonne vision du métier. On a aussi besoin de leur sponsoring, pour pouvoir justement embarquer l'ensemble des équipes. C'est pas uniquement un enjeu technique, c'est vraiment un enjeu métier et sur lequel la direction doit fortement être impliquée. On ne peut pas se passer du support de la direction avec un directeur qui dit: «Bah, c'est pas mon problème, c'est aux équipes techniques de gérer». C'est absolument pas le bon comportement et la bonne réaction à attendre en cas d'attaque. Concrètement sur des cas de réponse sur des cyberattaques, très souvent, à ce moment-là, le top level management s'implique et souhaite être, au courant, tenu informé parfois dans en continu et leur position et surtout leurs décisions à un moment sont importantes. Typiquement pour, prendre la décision de couper un service du réseau parce que, l'autre partie est complètement compromise et on souhaite, endiguer un peu la progression de l'attaquant, c'est une vraie décision. Est-ce qu'on sacrifie une partie du réseau pour, préserver l'autre? Et c'est des décisions sur lesquelles les opérationnels n'ont pas, la vue stratégique pour prendre cette décision-là. D'accord, donc, comment on fait pour, clairement identifier les points faibles d'une infrastructure ou d'une organisation? Pour mieux les anticiper? Parce que là, je commence à comprendre que lorsqu'on commence à cartographier les risques, on a des niveaux de criticité, j'imagine. Et donc comment on fait pour d'abord identifier les points faibles, les niveaux de criticité? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a des outils, des choses qui existent pour le faire? Alors sur la partie API management, hein, effectivement, il y a vraiment une importance, je rebondis un peu là-dessus, hein, d'avoir effectivement ce qu'on appelle référentiel, un hub dans lequel on va centraliser en fait, hein, l'intégralité des assets de l'entreprise, hein, sous forme de spec, ça pourrait être n'importe quel type de spec, hein, d'OpenAPI spec, de l'Async API, du GraphQL et cetera. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une connaissance très précise de l'intégralité. Alors je parle d'API management, mais même au niveau des ressources, de l'intégralité des ressources, d'où effectivement la possibilité ensuite de pouvoir définir un niveau de criticité pour chacune de ces API qu'on va être amené à gérer. Une API, c'est un endpoint, hein, quelque part, public, donc c'est un point d'entrée potentiel sur mon système d'information, et d'où l'importance de définir la criticité. Une API de paiement, elle aura pas la même criticité qu'une API qui vient, définir une liste, enfin qui vient retourner une liste de produits. Donc
on peut, de cette façon-là, au travers d'un référentiel, avoir une vue complète effectivement de ces assets et avoir cette possibilité de pouvoir, définir les critiques pour l'ensemble des API. Ça va permettre ensuite, quand on va parler, quand on va, définir en fait quels sont les incidents possibles finalement sur mon système d'information, de se dire: «OK, en fonction de tel incident, quel impact ça va avoir sur les différentes API que j'ai cartographiées dans mon référentiel?» Et in fine, en fonction de la criticité, quel est l'impact au niveau business que ça va avoir directement sur mon activité? Donc ça, d'où l'importance, je rebondis, là-dessus, l'importance effectivement d'avoir ces registres en fait, qui permettent d'avoir une vue très exhaustive, hein, des API en tant qu'asset au niveau d'une entreprise. Un autre levier, c'est de réaliser des audits. Alors, que ce soit des audits par, des prestataires externes ou par des équipes internes. Et en fait, un audit, c'est pas uniquement technique, on peut le déployer sur différentes couches. Ça peut être déjà un audit documentaire, organisationnel, qui va dire, est-ce que typiquement, est-ce qu'on a des points de contact qui sont clairement référencés? Est-ce que s'il y a une crise, on sait qui appeler? Déjà, cette première question-là, on voit déjà le niveau de maturité de l'entreprise. Si, non, en fait, on ne sait pas qui appeler à part le DSI, c'est pas forcément la bonne réponse. Et donc, en fait, on peut déjà voir un peu sa maturité. Est-ce que les procédures sont écrites? Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce que, si le serveur qui les héberge tombe, comment on fait? Parce qu'on a vu aussi le cas où, des entreprises, disent: «Bah oui, c'est bon, on appelle le DSI». Et quelqu'un a son numéro, il est sur le serveur. Le serveur qui est à la crise, on est OK. Donc il faut aussi faire attention et anticiper un petit peu tous les cas de figure. Et après, on peut pousser l'audit sur, en effet, le système d'information lui-même. Est-ce qu'il est bien configuré? Est-ce que son architecture est apte à obéir une attaque? Est-ce qu'il y a de la redondance? Est-ce qu'on est prêt à faire une bascule à chaud, à froid, suivant les cas? Et on peut pousser jusqu'au test d'intrusion qui, lui, va aller un petit peu stimuler le système d'information pour voir s'il est prêt à réagir à une attaque, est-ce qu'il y a déjà des premières lignes de défense qui sont en place? Et surtout, est-ce qu'on a les capacités de détection, si jamais il rentre? J'avais un point qui vient de m'échapper. C'est l'effet du direct. Comment on fait pour déterminer les points de vulnérabilité et le niveau de priorisation, des actions après une cartographie? Donc on a bien identifié les points faibles, c'est quoi l'étape d'après? Je me permets, je vais retrouver mon point. Mais effectivement, ça rejoint un peu ce que tu dis. L'une des approches aujourd'hui que l'on voit, c'est aussi heu, c'est finalement on veut maximiser notre cybersécurité en réduisant au minimum l'effort qu'on a à produire. L'une des approches va passer aussi par une phase de quantification, c'est-à-dire, OK, ce risque-là auquel je m'expose qui est très probable, finalement peut avoir un impact extrêmement important et pour autant, ça va me demander, une semaine de travail aux opérationnels pour sécuriser cette partie-là. Donc il y a vraiment une phase comme ça de priorisation et de quantification finalement du risque par rapport à ce qui a été cartographié, ce qui a été, défini dans les référentiels. D'accord, et on est, obligé de recourir à on va dire, des équipes formées ou à des personnes formées pour cartographier ces risques, pour, aller traiter ces vulnérabilités qui ont été, découvertes? Alors, sur la gestion des risques au sens large, on n'a pas forcément besoin d'être un expert en cybersécurité, parce qu'on a des risques qui sont pas uniquement cybersécurité, qui peuvent peser sur l'entreprise. Il y a le risque de cyberattaque, mais il y a d'autres risques. Typiquement, on l'a vu avec le Covid, des risques de crise sanitaire, sur comment réagit l'entreprise par rapport à ça. C'est de la gestion de crise et de la gestion des risques. Et donc, pour l'instant, il n'a pas forcément besoin d'avoir une expertise en cybersécurité. Cependant, pour aller sur l'étape d'après, qui est à un moment où il faut mettre en place des mesures techniques en face, là, on a quand même besoin d'avoir un bon niveau d'expertise en cybersécurité, avec une connaissance et des moyens défensifs et aussi une vision d'attaquant pour bien, mettre en face, les éléments et être pertinent, en fait. Ça sert à rien d'être, un super défenseur qui va construire des murs partout, si derrière on me pliait qu'on avait, des portes dérobées qui étaient cachées. D'accord, là, j'entends que ça a l'air d'être super compliqué d'anticiper une cyberattaque. Est-ce que ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, ou bien, il y a on va dire qu'il y a des niveaux de risques différents pour arrêter une activité? Ça concerne toutes les entreprises, hein. Ça concerne vraiment toutes les entreprises et pour travailler en fait avec des grands groupes ou des PME, voire même des boîtes, hein, des startups qui démarrent effectivement une activité,
elles sont elles-mêmes concernées, en fait, par ces problématiques de cyberattaque parce que des concurrents, enfin bref, n'importe quel type de personnes malveillantes qui voudraient effectivement, là, dérober des informations, lister des informations, piquer des listes de produits, hein, des prix associés et cetera. Enfin bref, on retrouve effectivement à différentes échelles, que ce soit des petites ou des grandes entreprises, ces problématiques. Mmh. On a vu là sur les dernières années finalement, hem, une une démocratisation finalement de la compétence des attaquants avec, des motivations qui ont aussi beaucoup évolué. Hem, J'étais, donc à l'ENSI, de 2003 à 2012 à peu près, donc une dizaine d'années et le profil des attaquants auxquels on avait, à faire face était, extrêmement motivé avec, des objectifs, plutôt clairs sur on va dire de la collecte d'informations, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a, finalement, un nombre de cyberattaquants qui a explosé avec, une motivation qui est beaucoup plus simple, qui est une motivation financière. Heu, Ils ont réussi aussi à trouver un modèle économique, hein. Ils fonctionnent, de plus en plus sur un modèle très structuré, organisé, avec, des équipes qui sont dédiées à certaines étapes et finalement, le fait de se structurer de cette façon-là, d'avoir trouvé un modèle, économique qui leur permet de rentabiliser finalement leurs actions, fait que, heu, ils vont avoir aussi une tendance à privilégier les cibles faciles. Les grandes entreprises, les ETI, assez matures ont aujourd'hui des lignes de défense comme ce qui a été dit, qui sont déjà en place. On se retrouve avec, finalement des petites, moyennes entreprises, des petites ETI qui sont, regardées par ces attaquants et qui sont peu protégées par rapport au niveau des cyberattaquants qui, eux, continuent de progresser. Il y a un facteur aussi qui est extrêmement, déséquilibre ce rapport de force entre défenseur et attaquant. C'est qu'un attaquant qui a trouvé une vulnérabilité ou qui, sur la base de données, personnelles qui ont fuité, peut mettre en place des campagnes de phishing pour dérober des secrets, va pouvoir multiplier ses efforts de manière extrêmement importante, fois 100, fois 1000 par rapport à sa taille d'organisation. Mais une taille d'organisation de type défenseur n'a pas cette capacité. Il faut multiplier les efforts énormément pour être capable de répondre, on va dire, à toutes les victimes que cet attaquant aurait pu atteindre. Donc il y a un vrai déséquilibre, par rapport à ça qui se crée. OK. On connaît les profils, des différents cyberattaquants? Je ne saurais pas m'aventurer sur, le profiling des cyberattaquants. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une vraie démarche qui commence peut-être à prendre de plus en plus, qui est, plutôt développée, dans les pays anglo-saxons où, on cherche à profiler. Je vais peut-être recentrer, la question sur pourquoi est-ce qu'on fait ça. En fait, l'objectif est de comprendre les attaquants, de comprendre leurs méthodes, de comprendre leurs outils, de sorte à pouvoir les anticiper, heu, en termes de Mmh. protection et dans une approche beaucoup plus réactive, ça permet de mieux cerner ce qu'ils ont pu faire et de pas laisser de zone d'ombre quand on répond à une cyberattaque. Le 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 pire qui pourrait arriver pour une entreprise, c'est de répondre à une cyberattaque, de penser que: «OK, on a sorti la tête de l'eau, on est reparti» et en fait, reprendre une cyberattaque dans la foulée, là, c'est encore plus dévastateur. OK. Pour, par expérience, même si c'est pas le moment idéal, c'est quand même un moment où tout le monde est, solidaire, uni face à la crise et en général, les entreprises, les organisations font en sorte d'en ressortir beaucoup plus fortes. Est-ce que, on est obligatoirement on doit faire face, on va dire, à une simulation? Est-ce qu'on doit faire des simulations de cyberattaque pour, mieux se préparer? C'est je pense la meilleure méthode. Ça permet de se roder, de prendre des réflexes. Enfin, si vous vous souvenez, on fait qu'un 600-900 pieds régulièrement. Et l'objectif, c'est d'ancrer une habitude. Et en fait, l'ancrage, il passe par l'exercice, par la répétition, par la mise en un petit peu en bascule arrière. On va prendre des risques, on sait pas vraiment où on va. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? C'est aussi comme ça que, le jour J où la cyberattaque nous livre, on a les bons réflexes et on sait un petit peu, bah, quelles sont nos faiblesses, mais aussi quelles sont nos forces, de pouvoir réagir de manière correcte. Donc l'exercice de crise
Et l'exercice de crise, il est de plusieurs axes. Il est, bien sûr également dirigeant. Il faut entraîner les dirigeants à comment réagir, heu, comment on gère la crise en termes de communication. Communication externe, aussi communication interne, il faut prévenir les collaborateurs, il faut prévenir potentiellement la presse, il peut y avoir des requêtes, prévenir les services étatiques, pour qu'ils viennent vous aider, qu'ils appellent. Comment on réagit? Qui fait quoi? Ne pas se marcher sur les pieds, par rapport à ça. Et ça, il y a la mise en exercice qui va permettre de se rendre compte, heu, de et aussi même de la réaction humaine. Il y en a qui vont craquer, il y en a qui vont, s tous décharger sur les autres. C'est important de travailler en termes de pour, apprendre et être plus jugé. Et bien sûr aussi la partie technique, les exercices techniques qui, eux, permettent de, mettre un petit peu, sous exercice, les équipes de détection, les équipes de réaction, tester les mécanismes qu'on a prévus. Si on a prévu, un site de sauvegarde et qu'on l'a jamais mis depuis 10 ans, le risque, le coût de l'attaque qui peut l'allumer, bah, c'est qu'il démarre pas, on l'a testé depuis 10 ans. Donc c'est aussi important, c'est quand même, tester les extincteurs, vérifier qu'ils marchent régulièrement. Donc voilà, c'est des exercices de protéiforme et à faire régulièrement, pas toujours la même type d'attaque, parce que, les réactions peuvent être différentes selon les types d'attaques. Alors, je vais essayer de prendre un exemple. On a, un utilisateur, service RH par exemple, qui reçoit un mail, qui a l'air, légitime ce mail, il clique sur un lien et là, son ordinateur se bloque et on a évoqué tout à l'heure, François, les services commencent à tomber et les différentes couches de réseau commencent à être envahies et là, ça prend une ampleur certaine. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est quoi les premières actions à prendre? Comment on réagit face à ça? Il n'y a jamais de réaction, type, heu, mais sur ce Je pense juste rendre qu'est-ce qui est obligatoire de faire et qu'est-ce qui est ensuite indispensable, ensuite moins prioritaire? sur une démarche où, voilà, on est sur, on sait pas ce qui se passe et ça se propage, à vitesse grand V, heu, c'est très compliqué. Là, on est vraiment sur de la gestion de crise avec décision, j'ai expliqué tout à l'heure, au niveau, top management parce que est-ce qu'on coupe les services ou pas? On n'est même pas sur une décision opérationnelle, hem et heu et à titre d'exemple, c'est pas littéralement une cyberattaque, mais le cas qui s'est passé avec CrowdStrike avec une mise à jour un peu défectueuse qui a commencé à mettre les systèmes en en arrêt les uns après les autres. On est exactement dans ce cas de figure. On ne sait pas ce qui se passe et pourtant ça se répand. Donc dans ce genre de situation, le l'une des approches pourrait être de déconnecter pour préserver justement un système ou un sous-réseau particulier en attendant de comprendre ce qui se passe. Mais là encore, c'est un comment dire? Un bénéfice-risque à mesurer par rapport à qu'est-ce qu'on est en train de couper par rapport aux risques, qui se posent. Donc il n'y a pas de cas finalement des fiches réflexes, on en a beaucoup. Elles sont même très dépendantes à ce que tu disais, Christophe, sur, la mise en place des exercices. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans quelle situation? Jouer des simulations de différents types pour construire justement ce genre de réflexe, pour que le moment venu, on ne se pose pas finalement ces questions et on puisse peut-être même agir plus Mais concrètement, un des axes que souligne François, c'est en effet de déconnecter, mais aussi surtout d'informer, d'alerter, les échelons supérieurs. Donc justement, si un utilisateur entre guillemets «lambda» constate sur sa machine ce type de comportement, c'est pas lui qui va être en mesure de prendre la décision. Donc il faut très vite qu'il alerte, les étages au-dessus, pour qu'eux après voient si déjà si c'est isolé, si c'est global et qu'après eux puissent prendre des décisions un petit peu plus globales. Donc c'est vraiment tout un point de remonter la chaîne de décision, par rapport à ça. Jusqu'à trouver le tueur qui a le niveau, qui va pouvoir, dissiper, arbitrer et agir en tant que prévu. D'accord, chez Google. Bah, et il y a une importance également quand on travaille avec des clients sur l'architecture, par rapport à une architecture, un cible, l'idée c'est de pouvoir effectivement isoler une partie comme ça en fait d'une solution, indépendamment en fait des autres. De se dire: «OK, là j'ai un élément effectivement qui a été raté, je vais le couper sans en perturbant le moins possible en fait, heu, le reste en fait de l'architecture en termes de système d'information». Alors ça, on essaie de le penser au minimum
en amont. Voilà, du fait que le jour où effectivement on a une attaque qui arrive, on est en capacité encore une fois de pouvoir, on peut dire, couper une partie du système sans avoir à arrêter l'ensemble en fait, ouais. Après c'est pas enfin, c'est faisable encore une fois en fonction des types d'architecture, pour l'API management par exemple, on se donne la possibilité effectivement de pouvoir couper une partie des API encore une fois, je rebondis, hein, sur ce que je disais tout à l'heure, une classification en fait des différentes API. Ça va nous permettre ça, in fine, à partir du moment où on va être déployé, de pouvoir les gérer en fait par classe, par catégorie. Et si j'ai une catégorie spécifique qui est touchée, je vais pouvoir en fait, la mettre, en indisponibilité sans perturber effectivement, le reste des API des API que je gère. Donc encore une fois, dans la mesure du possible, on essaiera d'avoir cette isolation, mais ça encore une fois, ça a un impact direct sur les coûts parce qu'on va multiplier effectivement les environnements et cetera, ce qui peut tout simplement derrière avoir un effet de multiplication en fait au niveau des des solutions que tu vas mettre en place et ça forcément c'est un impact sur le coût. Mais ça, c'est un choix à un moment donné. Nous, on sera là pour préconiser, pour donner toutes les solutions possibles et les solutions, notamment basées sur des attaques de sécurité en disant: «Bah, écoutez, si dans ce cas-là vous êtes attaqué, vous allez pouvoir isoler telle et telle partie». Après ça reste la décision, des créateurs informatiques de dire: «OK, on part sur telle solution ou autre», en connaissance de cause. Ouais. D'où l'intérêt, si je comprends bien, d'avoir un plan de continuité d'activité ou un plan de rétablissement d'activité bien détaillé. Ça reste quand même extrêmement difficile de si je comprends bien, hein, ce qui transpire dans votre discours, c'est de savoir est-ce que je l'éteins, ce sous-réseau ou est-ce que je l'éteins pas? Est-ce que je l'isole ou est-ce que je l'isole pas? C'est comment on fait pour décider de ça? Bah, en gros, ma question c'est comment on évalue la gravité d'une cyberattaque? Est-ce qu'il y a des signaux, particuliers? Je prends l'exemple d'une cyberattaque qu'on a traitée sur une mission locale. Voilà, on est sur, une organisation qui regroupe à peu près une quarantaine de collaborateurs, d'employés et qui pour autant a, plus de 130 utilisateurs qui sont, bah, des visiteurs qui bénéficient du service. Hem, dans le cas d'un ransomware, finalement, c'est allé assez vite et en même temps assez lentement par rapport à la vitesse d'une cyberattaque, dans le sens où, on a été sollicité, je ne sais plus quel jour, mais c'était en fin de journée. Hem, parce que, non, même pas, je vous dis une bêtise, on a été sollicité en début de journée parce que c'est à ce moment-là que les équipes arrivent sauf qu'on a découvert par la suite que, heu, le ransomware est déployé pendant la nuit et ça, c'est assez caractéristique finalement d'un décalage entre, la capacité d'une petite, organisation comme ça à gérer sa cybersécurité. C'est que par défaut, elle a pas de personnel qui est en 24/7, pas de personnes qui surveillent derrière, les machines tout le temps et finalement, le moment venu, le système est tout le réseau est complètement coupé. Donc à partir de ce moment-là, il y a une forme, mais c'est en gestion de crise, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, hein. Il y a une vraie dimension psychologique à gérer, et un accompagnement pour apporter, bah, la meilleure aide, là-dessus. Donc quand on est dans quand on est intervenu, l'objectif est de pouvoir à la fois déterminer le donc là, bon, c'était assez facile, hein, tous les systèmes sont figés. Mais aussi de déterminer comment est-ce qu'on va repartir. L'une des premières questions qui se pose, c'est: «Est-ce que vous avez des sauvegardes?» Quel va être l'état de ces sauvegardes? Nous, l'objectif, c'est de répondre à une question, c'est quand est-ce que les attaquants sont arrivés? Parce qu'au moment où ils sont arrivés, bah, toutes les sauvegardes, on va dire, dans le pire des cas, au moment où les attaquants sont arrivés, peuvent être considérées comme compromises. Il y a un vrai travail justement où, ben, oui, les attaquants étaient là depuis plusieurs mois, donc on va devoir vérifier que les sauvegardes elles-mêmes ne sont pas compromises, sachant que c'est l'un des premiers trucs qui est attaqué pour empêcher la reprise d'activité. Aussi bien, enfin, quel que soit le plan de reprise ou la continuité qu'on peut avoir. D'accord et alors, bon, ça fait froid dans le dos quand j'entends ça parce qu'effectivement, c'est une vraie propagation telle qu'un virus ou une bactérie et cetera donc ça a l'air, c'est un peu effroyable.
Pour autant, est-ce qu'on a, des organismes, étatiques ou est-ce qu'on a des autorités, que l'on peut appeler en cas de pépin, en cas de cyberattaque ou en cas de soupçon? C'est, alors oui, il y a des dispositifs, qui continuent d'émerger, pour en citer quelques-uns, on a, cybersurveillance.gouv.fr, on a des, cercles régionaux donc des équipes de réponse incidents, qui sont régionalisées avec différentes, tailles de structures. On a l'ANSSI qui est au plus haut niveau, et qui, va avoir, des bénéficiaires, différents, plutôt étatiques, sensibles ou que sais-je. Et autour de ça, il y a tout un tissu qui est, adressé par, des acteurs, privés, et qui mettent à disposition justement à la fois, leurs experts pour répondre, à ces cyberattaques. Donc il y a des choses qui existent, il y a de l'expertise qui est mise en place. Peut-être l'une des difficultés aujourd'hui, c'est de je reprends, l'exemple des exercices incendie. On sait que s'il y a un incendie, on sait à peu près tous, quel numéro appeler. C'est pas aussi simple, pour une cyberattaque. On n'a pas un numéro unique, où appeler pour avoir un dispatch et être comme ça aidé. D'autant plus qu'on va rentrer sur, alors on va appeler les pompiers sans se soucier du fait qu'ils vont nous envoyer une facture à la fin de la journée. On est aussi dans une démarche où on a affaire à une expertise qui est rare, mais aussi qui peut coûter très cher, aux entreprises, et entre, différents, typologies, d'acteurs, bah, on va retrouver des, fois 5 fois 10 en termes de prestations, et une entreprise plus ou moins moyenne ou modeste ne va pas pouvoir se payer, tous les services. Donc il y a une vraie, difficulté finalement à cet accès aux services, à le rendre plus accessible aux plus petites structures. Donc ça veut dire que, si on n'a pas les moyens de se relever, enfin les moyens financiers en tout cas de faire, appel à un prestataire, c'est fini. Ouais, c'est ce qui peut arriver. OK, vous Pas hésiter à passer par l'ANSSI, en effet, par les cercles régionaux, qui sont mis en place. Alors, il y a les cercles régionaux et puis des cercles thématiques, pour certains secteurs d'activité qui peuvent répondre, et qui peuvent faciliter, voir si l'argent, enfin, le but, c'est quand même de l'État français reste que, l'activité, reste en France, et donc du coup, il y a des moyens d'accompagnement, qui peuvent aider. Ça va pas être pratique, ça va pas être facile, ça va pas être complètement gratuit. Mais ça peut quand même, et dans le cadre des collectivités territoriales, des CHU, du coup, il y a l'État qui est vraiment là pour aider en cas de besoin. Mmh. Est-ce qu'il y a enfin, des prestataires qui existent? Parce que j'imagine que quand on est une entreprise qui commence à être implantée avec un certain nombre, on va dire, de clients, quand on subit une cyberattaque, on a entendu parler de différents acteurs, cyberattaques bien connus, là, comment on gère, cette information aux clients? Comment on fait pour, parce qu'il y a effectivement un manque à gagner, je comprends bien, un outil industriel qui peut tout simplement s'arrêter et des données cruciales disparaître. Mais, une image aussi qui peut être atteinte, comment on fait pour gérer ça? Ah ouais. Non, non, mais oui, il y a tout en effet tout un beaucoup d'axes, qui impactent l'entreprise en cyberattaque, d'où l'importance que tout le monde se mobilise. Donc il y a toute une partie d'image de marque. Même si la cyberattaque n'a pas forcément des grandes conséquences sur le système d'information, l'image de marque peut être très fortement dégradée, et en fait, suivant le secteur d'activité, bah, ça peut vous faire perdre des parts de marché. Le cours de bourse peut chuter, et on a pas mal des corrélations, qui sont pas forcément liées, mais avec justement des cyberattaques et potentiellement des rachats à la suite parce que le cours de l'action a baissé. Donc l'entreprise vaut moins sur le marché, et potentiellement elle capte un petit peu plus la cible, d'autres entreprises. Heu, donc c'est un axe important à gérer, la communication de crise. Il y a des entreprises qui sont spécialisées, dans ce domaine. C'est pas non quelque chose qui s'improvise. Heu faut y faire appel. Mais que ce soit une comme cyberattaque ou n'importe quel type de crise, généralement maintenant les entreprises, qui ont cette habitude-là sont, plutôt, pas hésiter à passer par elles. Et après, sur les autres impacts, les fraudes, c'est l'intérêt de l'entreprise de savoir quel est son cœur vital et de savoir qu'est-ce qu'il faut redémarrer. Clairement, on est en plein Black Friday, ça se termine. Si Amazon est pendant 1 heure, ils font quand même un gros chiffre d'affaires parce que c'est là-dessus qu'ils doivent être très forts. Si le système de paye s'arrête pendant 1 heure, c'est pas Mmh. adapté par rapport au contexte et aux besoins. C'est pour ça que l'attaque
qui est terminée sur un système d'information, sur une entreprise, sur un outil industriel, comment on fait? Pour une attaque en particulier, on peut avoir justement des éléments tangibles qui peuvent être collectés pour une décision, hein. Enfin, c'est souvent ça. C'est comment est-ce qu'on prend une décision là-dessus, mais sur quelle base, en fait, elle a été prise. Après, je trouve que, par expérience, c'est bon de se dire que la cyberattaque n'est jamais terminée. Donc on est vraiment dans un processus itératif d'amélioration continue et ça rejoint, des exercices de simulation d'attaque, de défense, et l'objectif est vraiment de pouvoir itérer. En cas de cyberattaque, hem, il y a des, heu, des guides, qui sont maintenant, qui font référence, hein. Je pense notamment au framework NIST qui définit, voilà, les grandes étapes d'une cyberattaque. Heu et à partir du moment où il y a la détection initiale, on va entrer dans une phase d'investigation. Donc vraiment de la collecte de données, de l'investigation. Là, on fait plutôt appel à des experts et chacune de ces, données collectées va donner lieu à des découvertes sur l'attaquant. Et là, on rentre dans un processus itératif. Ce processus itératif, il a pour objectif d'identifier tous les systèmes qui sont touchés ou qui ont été touchés par les attaquants et aussi tous les éléments techniques qui vont nous permettre de découvrir d'autres systèmes et ainsi de suite et ainsi de suite. Hem, L'objectif dans ce processus itératif, on peut le continuer jusqu'à atteindre l'ensemble du système. Parfois, c'est juste pas possible, hein, quand on a des environnements de plusieurs centaines de milliers de machines ou, tout simplement qui ont des ramifications vers des filiales et des filiales qui touchent des PME, on peut pas aller, non plus très loin. Par contre, dans ce processus itératif, on va arriver à découvrir des informations jusqu'au moment où on en découvre de moins en moins ou potentiellement on n'en découvre plus. C'est en général à ce moment-là où on va avoir un maximum d'éléments techniques pour prendre une décision et dire: «OK, là on sait à peu près tout ce que l'on doit savoir sur cette attaque» pour prendre la décision heu de prendre des réactions, une remédiation, de confiner les systèmes. Donc il y a une phase finalement on atteint un seuil de connaissance sur la cyberattaque pour déterminer que, voilà, maintenant on peut passer aux étapes, à la fois de réponse, de remédiation, d'éradication. Et donc c'est le moment de pouvoir redémarrer les services? Qu'est-ce qui c'est quoi les premières étapes que l'on fait, pour se relever d'une cyberattaque? Ça va dépendre aussi de la stratégie qu'on aura mis en place pour cette reprise, en fait. Est-ce qu'on est parti sur un mécanisme de sauvegarde où finalement on recrée toute l'infrastructure from scratch et on repousse effectivement toutes les données nous pour repartir, à zéro? Est-ce qu'on est dans un mode plutôt, actif-passif où effectivement je sais que j'ai une région, au niveau de mon architecture qui est complètement, corrompue et je bascule complètement sur une nouvelle région avec effectivement un système, neuf? Est-ce qu'on est sur un mode actif ou, effectivement, heu, dans ce cas-là, on aura un dispatch en complet en fait, hein, de l'ensemble des activités sur plusieurs régions. Quand je parle de région, je parle de région cloud. Ça va dépendre effectivement aussi de ces stratégies en termes de relance, de reprise en fait, hein, mais ça, c'est des choix à faire, hein, je parlais tout à l'heure de mesurer effectivement, la criticité sur chacune des ressources en fait qu'on va gérer. En fonction de ça, on va définir cette stratégie et la stratégie ensuite va amener à une procédure de reprise, en fonction de ce que je disais à l'instant, hein, basée directement sur cette straté sur la stratégie en question. Là, tout est possible, on va dire. Ce qu'on voit souvent effectivement, encore une fois dans le domaine de l'API management, c'est plus des approches effectivement, actif-actif, où l'idée en fait, non, c'est même dans le contexte où on est attaqué, les API sont attaqués, on se donne la possibilité d'avoir continuité d'activité au maximum, sachant que la plateforme, la solution sera, dispatchée en fait sur plusieurs régions. Donc quitte à couper une région complète, on aura toujours d'autres régions effectivement qui seront là, qui seront en place pour pouvoir absorber, et assurer une continuité de l'activité. Ouais. D'accord. Chez Capgemini, est-ce qu'il y a des étapes clés, Enfin, l'idée, c'est déjà de faire redémarrer, que ce soit sur le site, ou sur un autre site, le cœur minimal, qui est nécessaire au métier. Voilà et en fait, quand on a mené cette analyse-là, on a en fait priorisé, les différents métiers de l'entreprise et en fait, on sait déjà lesquels c'est presque l'ordre de démarrage, en fait. Ça va dire: «Bah, voilà, critique pour mon activité, dessus je vais redémarrer en et on met les moyens le plus vite possible, qui tourne
dégradé, forcément obligé de revenir sur une chaîne de production qui fait 100 voitures à l'heure, peut-être en faire plus. Mais en tout cas, c'est pas ça. Et on assure une continuité. Et après, en fait, on a métier par métier, lesquels sont les plus importants, pour pouvoir que petit à petit revenir en c'est pas du tout vrai. On n'est pas et finir en état et tout repart comme avant, mais plutôt faire étape par étape, heu, bien sûr d'avoir reconstruit, le nécessaire à chaque fois et disait, François, pas s'assurer qu'une attaque est bien formulée, qu'il y a pas de bugger un peu partout. Parce que comme on l'a expliqué, il y a un travail de preuve, de vérification des sauvegardes, de ce qu'on peut remettre en marche avant de le remettre en marche. Donc ça prend du temps et donc c'est pour ça qu'on fait petit à petit et donc là encore on priorise en fonction, des entre guillemets «du gain pour l'entreprise». Vous avez connu des entreprises qui ne s'en sont pas relevées, cyberattaques? Ou est-ce que vous avez des exemples de sociétés qui ne s'en sont pas relevées? Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui ont été des entreprises, qui ont qui se sont fait, bah, tout simplement, arrêter, leur production et est-ce que c'est pour le moment, vous non, non, pas directement? Directement, effectivement, c'est il y a oui, on a ce genre de cas, indirect qui nous sont remontés. Alors, on se relève des cyberattaques, on a anticipé, on a un plan de reprise d'activité, on est content. Heu, c'est quoi l'intérêt, ou est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un audit post-attaque? Et si oui, ce serait quoi l'intérêt? Aujourd'hui, mais sur, donc en ce qui me concerne, chez Defense, on fait vraiment de la réponse incident. Heu, Sauf qu'on s'est aperçu et même par expérience, systématiquement quand on répond à une cyberattaque, on s'aperçoit que les attaquants étaient là depuis plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Et tout à l'heure, je vous disais que les attaquants, donc, s'étaient aussi, structurés, aussi organisés et on le voit, assez clairement quand on fait nos investigations. On voit des périodes d'activité. Hem Et avant que le ransomware soit déployé, très généralement, on voit de l'activité quelques semaines, quelques mois avant où, l'attaque est en train de se déployer. Heu et quand on regarde, ben, on voit encore quelques semaines, quelques mois avant, des premiers accès, des premières, tentatives de connexion. On ne connaît pas le lien exactement entre, est-ce que c'est le même attaquant que mais en tout cas, on voit des chronologies, ou en tout cas des périodes d'activité, des pics d'activité. Et aujourd'hui, et c'est vraiment, en ça où notre objectif est de faire ce même travail que l'on fait aujourd'hui de manière très, réactive, mais le faire de manière très proactive. Parce qu'on sait que si on fait, ce même travail, donc on appelle ça un audit de compromission, ce même travail de manière plus régulière, bah, on va voir, bah, tiens, en fait, là, il y a des acteurs qui rentrent par un IT. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, on sait qu'ils ont un accès. Ou alors, à un autre moment et dire: «Bah, tiens, c'est bizarre, là, vous avez des comptes qui ne devraient pas être là, qui ont des accès» et donc l'objectif pour nous, utiliser même méthodologie, mêmes outils, la même expertise, mais de manière beaucoup plus proactive parce qu'on sait que les attaquants, n'arrivent que très rarement du jour au lendemain pour déployer un ransomware. Ils savent à peu près où ils sont. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'informations, mais ils ont besoin des accès, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'un minimum de pieds sur, le réseau pour pouvoir faire leurs attaques. Et ça, aujourd'hui, ils le font pas de manière complètement automatisée ou en tout cas, de manière instantanée. Mmh. Donc l'objectif est de vraiment rentrer dans une démarche itérative où on continue justement à rechercher, ces attaquants. En parlant de cyberattaques, avec, certains acteurs, j'ai souvent entendu dire que c'était, l'humain qui était le point faible de toute la chaîne. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai et pourquoi ce serait vrai? C'est un des points d'entrée. C'est pas le seul. Clairement, il y a des attaques purement techniques sur lesquelles, l'humain n'est pas impliqué. Cependant, oui, l'humain peut, être aussi une porte d'entrée, heu, parce que, qui est sur un lien, lui aussi, bah, il va configurer que on l'a spécifié que cet administrateur, il a des droits déjà d'accès. Donc ça va permettre quand de porte d'entrée un petit peu plus efficace
peut, s'y rentrer, purement, dans la technique, justement par rapport à l'API où justement là on sait garder, on sait avoir des mécanismes de détection un petit peu automatiques. Sur l'humain, c'est plus facile entre guillemets d'avoir, cet accès-là. Il y a des tas de qui existent ça, sur en effet le phishing, donc le mail auquel on va voir, que vous avez oublié votre mot de passe ou tu as des droits voilà, mais que le but c'est de vous faire cliquer sur un lien et que ce lien mène à un site malveillant ou à charger des malwares exécutés, sur votre poste puis après vont s'être sur votre réseau. Mais ça peut aussi être des attaques poussées, enfin, pendant le ah oui, on avait une techno, sur la base de phishing, en fait, du phishing, mais, par la voix, où en fait, à base d'intelligence artificielle, on va copier votre voix, donc typiquement, on va prendre la voix de votre producteur et en fait, c'est lui qui va vous appeler et qui va vous pousser à faire des actions. En fait, vous allez penser être au téléphone avec quelqu'un de réel alors que pas du tout, c'est l'attaquant qui se fait passer pour. Donc c'est vraiment de plus en plus, facile d'être crédible et donc tout ça, ça amène l'humain, on a besoin de le sensibiliser, de le former. Alors, on a aussi besoin de le contrôler, entre guillemets, de s'assurer que même sur son poste, il ait pas forcément tous les droits. Parce qu'en cas d'erreur, en cas de compromission, au moins les dégâts par défaut sont limités et donc on constate aussi un resserrement, par rapport à ça. Mais la sensibilisation des utilisateurs est vraiment cruciale et encore, on sensibilise pas de la même manière un utilisateur lambda, d'un administrateur, d'un directeur. Mmh. Pour le coup, le pouvoir de défense du compte, compte Mmh. Donc si je comprends bien, on a on a effectivement des cyberattaques qui se complexifient, qui deviennent de plus en plus difficiles à détecter. Donc on a un besoin effectivement de former, nos collaboratrices, et également, j'imagine, d'apprendre de nos erreurs. C'est que si on a effectivement, heu des collaborateurs qui ne sont pas assez sensibilisés sur la sécurité, on a ce risque-là. Si sur le poste, on a, des accès qui sont, des privilèges qui sont trop élevés ou insuffisamment, fins, on peut effectivement, aussi avoir, une problématique. Donc on a des risques relativement énormes de cyberattaques, des points d'entrée, que ce soit les API, les postes de travail, les serveurs, les systèmes, bref, tout un tas de points d'entrée. On arrive à faire des acteurs malveillants arrivent à faire tomber des systèmes. Nos clients, sont le nez ou le bec dans l'eau parce qu'ils ne peuvent plus commander lors du Black Friday. On a une image de marque qui peut se dégrader fortement, on a des faillites, on a des crashs suite à des baisses de cours de bourse. Comment on fait pour rassurer nos clients quand on perd tout ça? Je dirais que oui, la sensibilisation elle est importante, c'est-à-dire que quand on commence à travailler avec les clients, heu, de toute façon, l'idée, c'est pas de leur dire: «Vous ne vous ferez jamais attaquer», ils se feront attaquer. L'idée, c'est de se dire: «Voilà, on va mettre au maximum le chan de chances de votre côté pour effectivement avoir le système le plus robuste possible». L'étape de sensibilisation, elle est juste primordiale, en fait et nous, on travaille beaucoup effectivement, avec les clients, avec des dans des efforts de workshop, de gamification, des hackathons et cetera, pour vraiment les sensibiliser en fait sur l'API management et sur la sécurité des KPI avec, voilà, ce qu'on appelle des Kojo, API Security Kojo. C'est la règle, c'est pas une solution particulière, APJ chez Google par contre. C'est de la sécurité des API tout simplement, sur des formats Kerber, des clients arrivent, on organise une petite équipe de 3-5 personnes et alors c'est très technique, c'est très aide, on va dire, hein, c'est les personnes et là, en fait, des challenges techniques. Donc c'est vraiment un show, hein, c'est vraiment fait sous forme de jeu et les personnes s'amusent, on va dire, entre guillemets, sur 8 challenges techniques pour essayer de résoudre, en fait, c'est très ludique, mais ça participe vraiment à un effort de Et même parce qu'ils se sensibilisent en même temps, pas forcément, que des barbatiques. des architectes, des responsables, enfin, plus ou moins responsables sécurité, mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser toutes les personnes de l'entreprise, toutes les personnes qui vont avoir un contact dans le domaine, en fait, de la création des API pour avoir vraiment une sensibilisation. Ça part de cas concrets, hein, donc typiquement des cas chez je crois que c'était chez Pizza Domino il y a quelques
années, des faits, piquer des pizzas, enfin, la personne arrivait à faire passer une commande sans payer et cetera. Et là, on touche dans le domaine du design des API, la sécurité des API et encore une fois, mais ça, nos clients aiment ça parce qu'effectivement, ça participe à la sensibilisation de la sécurité, mais c'est fait de manière ludique. Et ça les rassure quelque part parce qu'ils se disent: «OK, maintenant, les personnes qui travaillent sur nos programmes API Management, progressivement, effectivement, elles gagnent en fait en connaissance au niveau de la sécurité» et donc ça participe à soit Alors, on pourrait parler de la cybersécurité et des cyberattaques pendant des heures, que c'est déjà passionnant. C'est un sujet qui prend des ampleurs toutes particulières. Ce qu'on peut retenir, ce soir, et merci à vous 3 d'avoir participé, à cet exercice, pas forcément, simple non plus, hein. Eh bien, c'est que, il y a, enfin, en tout cas, j'ai retenu 3 3 règles d'or. C'est anticiper, anticiper et anticiper, si je comprends bien. Heu, une fois qu'on a effectivement, cartographié nos risques, qu'on a, identifié nos vulnérabilités, nos systèmes cruciaux, et sachant que ça peut arriver à n'importe qui et ça arrive à tout le monde. La question n'est pas de savoir: «Est-ce que ça va m'arriver et quand est-ce que ça va m'arriver?» Arrêtez-moi si je me trompe. L'idée étant de savoir comment réagir et puis finalement de se dire: «C'est un sujet qui nous concerne toutes et tous», à savoir, je dois sensibiliser à la fois ma direction, parce qu'effectivement c'est un sujet qui peut coûter cher, alors qui coûte cher en prévention, mais qui coûte cher aussi en restauration, si je comprends bien. Et qu'effectivement, c'est un sujet, qui peut, être complètement dévastateur pour une organisation. Alors l'idée effectivement, c'est de savoir comment se rétablir de ça, comment apprendre de nos erreurs et comment, finalement, et bien faire, de, de ce risque, il y a une force, pour renforcer la confiance de nos clients, et de nos clientes, sur nos systèmes. Merci encore, je vais vous laisser, on me dit qu'il me reste que quelques minutes. Peut-être un mot de la fin, si vous voulez ajouter quelque chose à cela et puis on passera sur la dernière partie qui va être un espace d'échange où vous pourrez, toutes et tous en présentiel, mais aussi à distance, poser vos questions à nos 3 experts qui ont répondu présents aujourd'hui. François? En mot de clôture, en fait, j'aimerais juste reboucler sur, la vision qu'on a et la mission qu'on s'est donnée chez Defense, qui est vraiment d'aider les entreprises, même les plus petites, à passer d'une position où elles réagissent aux cyberattaques vers une position où on va rechercher des cyberattaques avant qu'elles aient vraiment un impact. Donc ça, chez Defense, c'est notre mission et on y apporte des éléments concrets par le fait de répondre, mais aussi par de la technologie, de l'innovation pour avoir cette transition, jusqu'aux plus petites entreprises. OK, merci. Christophe? Au mot de la fin, c'est en effet, anticiper, c'est nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous n'êtes pas tout seul, dans ce cadre-là. Il y a tout un écosystème de la cyber qui est en place en France, et partout dans le monde et en fait, globalement, vous allez trouver des gens qui sont prêts à vous aider. Heu, vous n'êtes pas expert technique, c'est normal, mais en tout cas, vraiment un écosystème qui s'entraide. J'ai rarement vu ça. Enfin, il y a de la concurrence bien sûr entre les grandes entreprises, mais globalement, on s'entraide. Typiquement, s'il y a des attaques qui viennent chez quelqu'un et on va se partager les informations pour, nous aussi les détecter chez d'autres. Donc il y a vraiment une entraide un peu, dans tout l'écosystème cyber qui est importante et qui est là en tant qu'appui pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter à faire appel à cet écosystème et vous trouverez quelqu'un qui pourra vous aider. Merci. Joël? en conclusion, juste un petit mot sur l'intelligence artificielle, effectivement, on l'a évoqué, rapidement, mais aujourd'hui, c'est une véritable aide en fait, hein, pour, conclure sur la partie API management. On démarre des programmes d'API management avec nos clients. En général, c'est un succès, ça marche. Le trafic est de plus en plus, important, c'est un vrai levier pour leur business. Mais dans tout ça, dans tout ce trafic, effectivement, être capable de détecter vraiment, heu, qu'est-ce qui est une attaque de ce qui ne fait pas en fait, hein, et pouvoir détecter un API scrapping, enfin bref, dans une quantité d'informations qui est extrêmement importante. Ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle aide considérablement là-dedans. Elle l'aide là-dedans. Elle l'aide également dans les préconisations qu'elle peut apporter en termes de configuration. J'ai des API qui sont plus ou moins sécurisées. Je peux définir des profils de sécurité et là, en fait, on va scanner mes configurations en me disant: «Attention, ici, tu peux améliorer
la sécurité en rajoutant telle et telle Mmh. règle de sécurité. Donc c'est une aide et je pense qu'effectivement, au niveau des plateformes, c'est quelque chose qui devient Mmh. incontournable. Ouais. Ça m'ouvrirait une cinquantaine de questions rien que maintenant, hein. On va laisser donc, la parole, peut-être, en présentiel si vous avez des questions, à poser? Oui? Alors, j'ai une toute question. Est-ce que les influenceurs en cybersécurité qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux sont un danger pour les entreprises qui se font attaquer actuellement en donnant formation en pseudo-temps réel sur l'attaque en cours, alors que l'entreprise elle-même n'a absolument pas encore communiqué sur ce qui se passait? Alors, je vais répéter la question pour ceux qui sont à distance. Est-ce que, si je comprends bien, est-ce que, les influenceurs ou en tout cas ceux qui ont une parole sur internet, qui commentent une attaque, en cours peuvent avoir une influence forte sur l'attaque, que subit une organisation? Je ne saurais pas répondre à, quel impact ça peut avoir. En tout cas, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure, Christophe qui est, maîtriser la communication, la préparer, la mettre en place et effectivement, il y a des cas où, une mauvaise communication est parfois plus dévastatrice sur le long terme aussi que la cyberattaque elle-même. Heu, donc effectivement, comme le disait Christophe, je pense que, une bonne préparation à la communication permet aussi j'imagine de manière assez générale, maîtriser ce qui est dit et quand c'est dit et quand on a besoin de le dire. Après, je pense que alors, on pourra débattre longuement, mais il y a quelques années encore, une entreprise qui était victime d'une cyberattaque ne parlait pas. C'était caché sous le tapis, personne n'était au courant. Je trouve que maintenant, le fait de vouloir réglementer un truc, elles sont obligées de prévenir là-dessus. Heu et les influenceurs mettent aussi le son devant. Il y a CNIL aussi avec le RGPD, qui est une fuite de données personnelles, on est obligé de prévenir l'ensemble des personnes qui sont impactées. Cette communication, un peu plus de transparence, a quand même permis aussi de mettre en un peu plus en avant le fait que, des grandes entreprises se font aussi cyberattaquer. Est-ce que, en effet, ça doit être travaillé en termes de communication. Ça doit être anticipé, mais en gros, le message, c'est: «Ça sert à rien de le cacher. Si c'est pas vous qui êtes transparent et qui donnez, c'est pas donner tous les détails de l'attaque, mais au moins de maîtriser sa communication. Si vous le faites pas, quelqu'un va le faire pour vous et en effet, là, vous ne maîtriserez pas et on va plutôt se poser des questions sur pourquoi l'entreprise n'a pas voulu communiquer et tout de suite, ça va partir dans des éléments beaucoup plus larges». J'ai une question en ligne, en termes d'OS, donc, le système d'exploitation, quels sont ceux, les plus robustes et les moins vulnérables? C'est une question à débattre. Hem, en en ce qui me concerne, par expérience, il y a pas un système qui est, entre guillemets, «plus robuste qu'un autre». C'est plutôt, la façon dont il va être, mis en œuvre, architecturé, protégé, administré, monitoré, qui va faire que le système ou les systèmes vont être plus robustes qu'un autre. Hem, on a aussi, on fait aussi face à des acteurs qui on a beaucoup parlé justement de l'impact, d'une cyberattaque au sens, ouais, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'une cyberattaque, on puisse la détecter? Il y a aussi des cyberattaques qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas, détecter, juste comme ça. On a des acteurs qui sont extrêmement motivés, qui sont extrêmement patients et sur ce genre de profil, heu ils vont aussi user de leur temps et de leur, expertise pour aller sur des systèmes sur lesquels ils ont besoin d'aller, peu importe l'effort que ça peut leur demander. Donc en soi, heu, un système, j'ai envie de dire, un système d'exploitation ne sera aussi robuste que par rapport à l'énergie que l'attaquant veut mettre pour y rentrer. Mmh, d'accord. En présentiel? Une question, est-ce que le fait que maintenant des grosses entreprises peuvent se faire, comme on a vu il y a pas longtemps avec SFR, est-ce que ça marque un tout plein dans, la gestion de la cybersécurité? Pas trop parce que les entreprises, on s'était peut-être dit que c'était impossible Mmh. de s'adapter et en fait finalement c'est pas vrai donc Donc, pour, nos internautes, heu, c'est bien parce que je suis obligé d'écouter les questions du coup. Est-ce que le fait que des grandes entreprises,
qui ont subi, notamment, récemment, hein, on a parlé de grandes entreprises qui ont subi des cyberattaques. Est-ce que ça marque un tournant dans la cybersécurité? Si j'ai bien résumé. Je sais pas si ça marque un tournant, peut-être, peut-être pas, je saurais pas répondre. Par contre, il y a une réflexion, je saurais pas, rendre à César ce qui appartient à César, mais en tout cas, j'ai entendu, justement cette réflexion intéressante qui est, en fait, on rentre dans un schéma, où le fait qu'une grande entreprise, soit attaquée, c'est enfin, ce que disait Christophe, c'est on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Il y a toujours, mais peut-être même plus l'entreprise est grande et plus c'est difficile de maîtriser tous les accès, tous les points d'entrée, tous ses collaborateurs sur leur sensibilisation. Donc ce qui fait que le problème est d'autant plus complexe. Donc il y a pas en soi, c'est malheureusement mal que ça arrive. Par contre, ce qui est, cette réflexion était autour du fait qu'une entreprise, une grande entreprise qui va perdre une grande quantité de données peut ensuite, conduire les attaquants à conduire de nouvelles attaques sur la base de ces données-là, qui vont elles-mêmes conduire, heu, du social engineering, du phishing un peu plus, adapté, un peu plus précis et ainsi de suite, en créer une forme de j'espère pas de réaction en chaîne, mais au moins de chaîne, sur ça. Donc je c'est je sinon sur l'impact, ou en tout cas la prise de conscience, c'est assez difficile de dire qu'il y en a ou pas. Vous voulez rajouter quelque chose? Je crois il y a Free aussi qui s'est fait attaquer, récemment. Je prends un parce qu'on fait utiliser pas mal de données clientes, de données clients. Mmh. Alors on a une, question, en ligne. Comment est-ce qu'on peut détecter une cyberattaque si l'attaquant n'a pas l'intention de mettre le réseau hors service? Hem, Sachant qu'il y a eu aucune détection avant, c'est, bah, je pense que dans ce genre de situation, voilà, on rentre sur un profil d'attaquant qui va être beaucoup plus discret, beaucoup plus persistant, qui a de son temps et ça, c'est assez, concrètement, quand on fait ce genre de, quand on répond à une cyberattaque sur un profil comme ça, c'est assez compliqué parce que l'attaquant va potentiellement attendre suffisamment longtemps pour que un maximum de traces et indices, de journaux d'événements soient réécrasés, s'il y a pas de, on va dire, de politique de sauvegarde de ces journaux. Donc on va avoir comme ça plus de difficultés. Par expérience, il y a toujours des traces. Il y a toujours des traces qui sont laissées. Une action va toujours créer sur le système une trace quelque part. Heu, les rares fois, et encore, on a réussi à tomber dessus, mais les rares fois où l'attaquant ne laissait pas de traces, c'est parce qu'il avait fait un système d'exploitation dans le système d'exploitation. Donc tout ce dont il avait besoin était, dans une enclave qu'il maîtrisait dans son code. Il y a eu un effet de bord qui a fait qu'on a pu le trouver, mais sinon, c'est les rares fois, que l'on où on peut ne pas détecter justement un attaquant. D'accord, vous avez évoqué, enfin, tu as évoqué tout à l'heure, que Defense, réagissait à des attaques. Comment on fait pour être, proactif? Est-ce qu'on a des acteurs, est-ce que vous avez des partenaires, sur lesquels s'appuyer pour être proactif? Ou aujourd'hui, toute la proactivité que l'on est capable d'amener dans une entreprise, c'est essentiellement par le fait de pouvoir, s'inscrire avec, notre client dans une démarche, d'audit régulier. Ça passe essentiellement par là. L'objectif est de vraiment faire un pari avec le client où, on va travailler en amont, faire de la recherche de compromission en amont, pour éviter d'avoir à réagir dans l'urgence avec un pic d'activité, finalement le stress et heu et par expérience, on trouve toujours des choses. C'est pas toujours la cyberattaque, on va dire, qui fera la une des journaux parce qu'elle est techniquement complexe ou autre chose. Mais en tout cas, c'est une découverte qui permet, heu, de de faire grandir l'entreprise, notre client, en termes de sécurité. Ça peut être parfois juste des décalages entre ce qu'il pense avoir défini dans son référentiel, dans, la façon dont les ordinateurs communiquent entre eux et
concrètement, on est capable de remonter en disant: «Bah, vous savez que ces 2 machines, elles communiquent entre elles». Puis là, on fait: «Non, c'est pas possible, elles ne sont pas censées communiquer, elles sont censées être cloisonnées». Donc on a une approche, très, pragmatique, très terre à terre. C'est voilà, cette machine-là, elle discute avec cette machine-là et ensuite on est capable, avec le client, de confronter ça à une vue un peu plus organisationnelle, une vue un peu plus stratégique où dans son esprit, ben, telle unité organisationnelle est bien déconnectée de telle unité organisationnelle et donc ça permet comme ça d'améliorer, la la sécurité. Très bien. Une question supplémentaire en présentiel, oui. Moi, je voulais me baser sur votre expertise pour vous poser des questions. Alors, peut-être pas forcément la réponse, mais dans 5 ans, en 10 ans, avec de grosses utilisations des outils numériques ou une montée en puissance des IA, comment vous voyez l'état de la cyber dans 5 à 10 ans selon vous, parce que vous êtes déjà dedans depuis longtemps? Et est-ce que vous croyez qu'un jour, on aura un outil unique quand on se fait cyberattaquer comme les pompiers, comme on appelle? Est-ce que les idées. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Je vais tenter de synthétiser. Comment vous voyez, la cybersécurité, dans 5 ans à 10 ans avec effectivement des nouvelles technologies notamment l'intelligence artificielle qui commence à rentrer en ligne de compte? Et est-ce que vous pensez que, toujours dans 5 ans à 10 ans, il y aura un numéro, à composer comme le 112, comme le 18 lors d'un incendie? Je vais me permettre de répondre déjà sur le numéro cyber, parce que c'est une initiative qui est déjà lancée et portée par, cybervalbus.fr. PS voilà, qui est en train de travailler avec les parlementaires pour justement créer ce numéro cyber. Donc, je vais espérer qu'il arrive, avant les 5 ans et plutôt assez rapidement. Donc, voilà. Après, je pense qu'il sera à destination, alors j'ai pas les détails demandés, mais à destination des entreprises, mais aussi, des particuliers, qui peuvent être la cible d'attaques, un petit peu plus, personnalisées. Sur la cyber dans 5 à 10 ans, je pense que ce sera un domaine toujours aussi passionnant, intéressant. Je pense qu'on n'est pas prêt de s'ennuyer. En effet, les technos évoluent. Il y a l'IA, il y a le post-quantique qui arrive, enfin, il y a des tas de révolutions qui changent. Le contexte géopolitique, pèse beaucoup aussi sur les menaces de cybersécurité et est-ce que les technos, tout ça vont évoluer? Oui, on est en train de passer d'un modèle, on va faire simple, château fort à un modèle, aéroport zéro trust où on fait confiance en personne et on met des contrôles, des barrières plus fréquentes, plus ou moins fortes suivant les assets qu'on veut. Et ça, c'est un modèle qui va continuer d'évoluer et être déployé de plus en plus dans tous les SI. Mmh. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Alors oui, alors ça, on l'a déjà eu cette question. Qu'est-ce qu'on a? Les problèmes liés à la mise en œuvre d'une simulation durant la productivité. Je comprends pas la question. Comment est-ce qu'on peut détecter un cyberattaque si l'attaquant n'a pas l'intention de la mettre hors service? Ça, on l'a déjà eu. La différence entre un test de pénétration et un red team ou encore des meilleures pratiques pour protéger les données sensibles. Je crois qu'il y a il y a que la moitié des questions. Ah non, c'est une longue question, pardon. Si on revient avant, est-ce qu'on peut, juste la ouais, sur celle d'avant, voilà. Heu, non, je comprends pas les questions là. Je suis désolé. Je vais prendre une question, en présentiel, oui? Par rapport aux IA, on a évoqué par rapport aux bah, les IA, principalement en utilisé ou liées en par au système, etc., détection, etc. Parce que par l'expérience, c'est que j'ai vécu une attaque et quotidien où Ben ouais, commençons peut-être bien. Donc pour, répéter la question, est-ce que, vous avez eu dans votre expérience, professionnelle ou même personnelle d'ailleurs, connu une attaque par intelligence artificielle et si oui, comment vous l'avez vécu? Comment, s'en prémunir? À peu près ça. Je l'ai pas vécu. Par contre, je dois rentrer sur la question pour parler d'autre chose, mais je laisse les alors, ce qu'on appelle les IA large langage model sont attaqués et jamais, heu, dans un système où ils sont in fine assez ouverts finalement. Bon,
certains d'entre eux et de nécessiter de les protéger également. Les agents conversationnels aussi, je travaille avec une entreprise actuellement, qui développe des agents pour, travailler avec différents modèles, heu et en fait, on voit que ces agents-là sont attaqués de manière considérable avec des nouveaux types d'attaques. Des attaques qui sont, tracées par l'OWASP, sur des LLM, tout ce qui est prompt injection, enfin bref, des attaques assez du jailbreaking sur les comptes et autres et ces attaques-là, on n'en avait pas encore connaissance il y a encore quelques années parce qu'effectivement, on n'était pas encore dans le domaine de l'IA tel qu'on peut l'être aujourd'hui. Mais on a des attaques aujourd'hui effectivement sur les modèles. Alors là, c'est pas des modèles, enfin, l'IA qui est utilisée pour générer les attaques. Ça doit exister, bien sûr, ça existe. Personnellement, je l'ai pas vécu, mais par contre, des clients aujourd'hui qui développent des modèles ou qui utilisent des modèles avec enrichis avec leurs propres données, là, effectivement, c'est sujet à attaque et encore une fois, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir les protéger, hein, par de l'API management quand c'est possible, d'autres mécanismes, bien sûr, mais on va les protéger, bien sûr, parce que, c'est sujet à un nombre d'attaques considérable et puis on va rajouter, je dirais, des traitements qui vont ramener de la performance, faire du cache sémantique, par exemple. Je pose 2 fois la même question à mon modèle, c'est pas la même façon de la poser, mais c'est la même question. Plutôt que d'aller solliciter le modèle, je vais pouvoir effectivement, récupérer les informations dans un cache pour les servir. C'est pas de la sécurité, mais ça participe à améliorer les performances du système, hein. Alors j'ai une question en ligne, qui est, tout aussi, pertinente. C'est en cas d'attaque avec un ransomware, est-il envisageable de payer pour récupérer les données, d'après votre expérience ou pas? La recommandation officielle est de bien la payer. Officielle, de l'État, hein, l'ANSSI. Dans la pratique, certains payent, et récupèrent leurs données. Certains payent et récupèrent pas leurs données. Certains ne payent pas et récupèrent leurs données. Il y a pas de, dans l'autre mieux vaut ne pas payer, en fait, ça veut déjà, vous avez plus de garantie et puis, de toute façon, ça n'empêche pas vos données d'être revendues. Donc en fait, tout dépend, en fait, de l'intérêt pour si c'est des données confidentielles qui sont considérées qu'elles sont perdues et diffusées. C'est pas parce que vous avez payé que, celui qui vous a attaqué doit vous les rendre et puis lui, j'efface toutes les copies. Voilà, ça marche. Donc un attaquant n'est pas loyal. OK. Une question préjudicielle? Ça commence à arriver là en distanciel. Alors, j'en ai une. En découverte gratuite d'assets accessibles sur le net, on fait quoi? On contacte l'entreprise ou l'ANSSI? Certaines entreprises ont mis en place des systèmes de, bug bounty ouverts, balance et en fait, vous pouvez ouvrir du robot.txt et security.txt à la racine qui permet d'avoir des points de contact. Le premier réflexe reste quand même d'essayer quand même de contacter l'entreprise. Si celle-ci n'aurait pas fait contacter un autre étatique et la deuxième étape, logique. Mais mieux vaut d'abord auprès de l'entreprise. OK. Une, autre question? Oui? L'entrée en vigueur d'un peu et en fonction du temps d'application, c'est un peu trop tôt. C'est suspensé. Alors est-ce que en vigueur, mise est-elle rentrée en vigueur trop tôt ou au contraire trop tard? Alors déjà le 2, est-ce qu'on peut rapidement en 2 mots, c'est aux inter et aux spectateurs? Ou alors c'est l'extension d'une directive européenne, qui, réglemente un petit peu les niveaux de sécurité minimale à maintenir pour certains secteurs d'activité. Heu, des éléments essentiels et d'éléments d'importance, qui en fait définit après les déclins, au niveau des réglementations pays. Donc la France est en train de Dixit 10-2, un petit peu de retard par rapport au calendrier européen et donc on estime que 1 et 1500 entreprises concernées, alors on va passer à 80 000. Il y a un gros facteur d'accélération dans le périmètre concerné et l'objectif est que, toutes ces entreprises-là aient, en tout cas, des exigences réglementaires sur un niveau minimum de sécurité. Donc pour répondre à la question sur est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est trop tard? C'est toujours trop tard parce que, on aurait pu il y a 10 ans, on n'avait pas non plus au niveau de maturité. Donc je pense que, l'appli de accélérer par étapes
ça me paraît pertinent, puisqu'on a d'abord les grands groupes des sécurités qui ont besoin de mettre à niveau au tableau de sécurité. Là, on parle d'après. Alors peut-être une troisième étape encore plus large. Ça permet de progression. Donc, c'est pas trop tard, hein, parce que bah, on l'a vu là avec les JO de Paris, on a été cible d'attaque, mais ça a tenu. Donc il y a encore des belles histoires à raconter, si je comprends bien. On va prendre une dernière question, si j'en ai. Oui? Vous avez parlé tout à l'heure de l'informatique connectée, enfin, dans l'informatique. Est-ce qu'il y a des risques sur les développements de ces ordinateurs et les macros qui sont liés quels c'est des chiffrements et auquel cas, euh, orthogonal, du fait qu'ils sont faciles de casser le chiffrement, c'est pour éviter ce state si C'est une. Vous êtes- Ouais. Oui, il y a ça c'est sûr. Il y aura un plus un effectivement. Je crois qu'il y a déjà dans certaines algorithmes cassés récemment en fait, hein. J'ai plus les éléments, excusez-moi, mais effectivement, il y a que ça se développe. À un moment donné, effectivement, il y aura une bascule où on sera en capacité de pouvoir faire des opérations qui aujourd'hui sont trop longues pour pouvoir investir effectivement sur ce type d'opération. Donc, et oui, pour répondre à ta deuxième partie de cette question, oui, on travaille différemment. Alors, heu, moi, je travaille chez Google, j'ai pas toutes les informations sur ces sujets-là, mais effectivement, oui, il y a des nouveaux, nouvelles méthodes, en fait, hein, de chiffrement sur lesquelles toutes les entreprises travaillent, hein. Je parle de Google, mais IBM, c'est la même chose, ils posent des brevets sur différents enfin, mécanismes, effectivement, de chiffrement avec, des concepts mathématiques qui sont fondamentalement différents de ceux qui sont connus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça tient, on va dire, mais, à un moment donné, il y aura une bascule. Quand? Je ne sais pas, mais, de toute façon, rien rien n'est, comment dire, n'est pérenne, hein, à un moment donné, quelle que soit la stabilité du système et que le système a prouvé sa force, hein, jusqu'à présent. À un moment donné, effectivement, il y aura, la possibilité d'utiliser l'informatique quantique pour casser, ce qui existe aujourd'hui, hein. Alors, j'ai effectivement pas rappelé de question pour le qui était la question, c'était est-ce que l'informatique va jouer un rôle déterminant dans comment le passage de la cryptographie et là, bien évidemment. Alors, pour compléter les infos de Joël, en mathématiques, il existe aujourd'hui, gratuitement sur internet, des algorithmes post-quantiques qui permettent de protéger certains des algorithmes de l'informatique quantique développés par IBM, par d'autres gros acteurs. Et les premiers des applications qu'on connaît, que le public connaît, c'est les j'ai été à d'Apple qui chiffrait avec oui, presque numérique informatique quantique. Mais effectivement, c'est un peu du chat et passe-couille que des systèmes qui viennent craquer ou en informatique quantique, ben, une attaque plus forte qui l'était 1500 ans permettrait de 10 secondes effectivement hors de calcul informatique ne fait pas que ça bat l'écart. Ça, là, effectivement, de Challenger et et toutes les protections des et de chiffrement et cetera, ça vient tout en cause. Au moment terme, de cette 9e épisode des Mythos, je vous remercie infiniment d'avoir de la peine. Merci encore à Tiffany de nous avoir accueillis. Alors, la cyberattaque, évidemment, on l'a compris, hein, c'est un sujet, extrêmement important pour toutes nos organisations. Il y a une question qui n'a pas été abordée, donc on en revient encore juste, pour, conclure à ça, c'est comment, heu, et bien, mettre en place, on va dire, de nos actifs, hein, qu'elles soient personnelles, professionnelles, d'une entreprise, d'une organisation, comment, mesurer gratuitement la cybersécurité face à ce risque-là? Et souvent entendu, cette phrase qui dit que, pour protéger, une pièce d'1 €, si on la repose par terre, le niveau de sécurité est très faible, mais si on la pose sous 1 mètre de béton, c'est surdimensionné. Eh bien, c'est, par cette couche de béton, donc il faut imaginer la mesure de la cybersécurité et qu'il faut garder en tête, il faut absolument en tête
m'arrêter si je me trompe, et qu'aucun système d'information, aucun système informatique n'est indestructible et impénétrable. Tout est question de niveau de sécurité. Il faut évidemment mettre en face ce niveau de sécurité avec en face du niveau de risque. Merci encore tous les 3. Alors face à cette, donc je remercie moi très sincèrement, chaleureusement, le groupe, qui a mon poids, mais également qui exerce de la formation professionnelle dans l'informatique et pour qui, les filières de formation, professionnelle, aussi bien pour les étudiants et les étudiantes que pour les collaborateurs d'une entreprise, forment, à la cybersécurité, forment, des équipes qui sont, très largement demandées, notamment par nos autorités, nos expertises, notamment par un tissu, de nos entreprises qui la sécurité est un enjeu majeur. Et je remercie, sincèrement toute l'équipe Nito pour ce 9e